Bonjour à tous et toutes. Dans ce webinaire, nous allons commencer dans deux-trois minutes. Bienvenue. Et nous allons juste attendre que un peu plus de personnes rentrent et on commencera. Merci beaucoup. Bien, et on va commencer ce webinaire. Bonjour à tous. Dans ce webinaire de WSO2 sur l'authentification des utilisateurs. Euh, Mon nom est Isabelle Moni. Je travaille chez WSO2 comme Chief Developer Advocate, c'est-à-dire que je m'occupe au travers de l'ensemble du portfolio de WSO2, s'assurer que nos produits sont le plus faciles à consommer par les développeurs possibles. Je suis également field CTO en Europe, c'est-à-dire que je m'occupe également de clients stratégiques en Europe en tant que CTO. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de sécurité, on va parler d'authentification, d'accord? Donc, ce webinaire est enregistré. Vous aurez la possibilité de, vous allez le recevoir après l'événement. Et vous avez aussi la possibilité de poser vos questions. Vous devez avoir un petit aparté de Q&A au niveau de Zoom. Et à la fin de la session, il va nous rester un petit peu de temps, ben, on prendra ces questions et puis on essaiera d'y répondre le mieux possible. Et s'il nous manque un peu de temps, ben, on vous enverra les réponses en différé après le webinaire. Voilà. Alors, parlons d'authentification. Comme vous le savez, c'est un problème effectivement crucial. Pourquoi? Bah, parce que c'est malheureusement, si on a des problèmes d'authentification, on a des problèmes de sécurité au niveau de l'authentification, on va se retrouver avec des informations qui sont exposées quand elles ne le devraient pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Donc ça s'est passé au mois de fin septembre en France. On a trouvé sur le dark web quelqu'un anonyme, bien évidemment, qui a pris en fait des informations de, je crois, 17 problèmes différents dans 17 breaches qu'il y a eu de sécurité en France, qui a tout mis gentiment dans la même base de données qu'il a laissé exposer de façon ouverte sur Internet. Est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas exprès, ou elle d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Est-ce que la personne l'a fait exprès ou pas exprès? Ben, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, il y a énormément d'informations, essentiellement des emails, numéros de téléphone, certaines informations de sécurité, certaines informations bancaires également qui ont été retrouvées au sein de ces fichiers-là. Donc, comment est-ce que ça se passe? Ben voilà, si on arrive à rentrer dans des systèmes parce qu'on a soit, par exemple, des mots de passe qui sont trop faibles, on a toujours ce problème-là. Après des années et des années, on a toujours des gens, parce qu'ils ont du mal à à se souvenir des mots de passe qu'ils devraient utiliser, continuent à utiliser des mots de passe extrêmement simples, aussi parce que les applications les laissent faire ça. Donc, il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a toujours password ou alors AZERTY, peut-être plus en français. Des noms d'équipes de football, ça c'est aussi assez commun selon les pays. Et ce rapport qui est là, en fait, c'est pas un rapport qui a été rendu il y a 10 ans, hein, c'est un rapport qui a simplement quelques mois que vous pourrez aller voir une fois qu'on va vous partager également cette présentation. Vous pourrez aller voir sur ce lien. Il y a un rapport très intéressant sur justement tout ce qui est la gestion des mots de passe et comment ça se répartit au niveau des pays. Euh, donc la sécurité, effectivement, une chose qui est importante pour la sécurité toujours, c'est de la baser sur le risque. La notion de risque est extrêmement importante pour pouvoir mettre en place la bonne sécurité en fonction. Prenons un exemple, hein, si vous êtes comme moi, donc j'habite moi en Espagne depuis près de 25 ans. Je suis désolée si je bute sur certains mots parce qu'en fait, je parle plus souvent espagnol et anglais que français, pardon pour d'avance. Mais voilà, moi je suis d'un petit village dans les Pyrénées, voilà, en France, et c'est vrai qu'on a l'habitude de laisser les portes ouvertes, de laisser les clés. Bon, on n'a pas trop peur, on va dire, que quelqu'un vienne et nous vole. Et donc, c'est vrai que les mesures de sécurité que l'on prend sont pas forcément très très forte, mais c'est quelque chose que je ne ferai pas chez moi ici à Madrid, ça c'est clair, parce que je suis dans un contexte complètement différent. Au niveau informatique, c'est un peu la même chose. Il faut qu'on adapte également la sécurité en fonction du risque, mais cette sécurité, c'est clair qu'elle a un prix qui est la facilité d'utilisation. C'est un petit peu le but aussi de ce webinaire, c'est de regarder comment est-ce qu'on adapte et comment la sécurité évolue
pour s'assurer qu'on ait de la sécurité, mais toutefois, ça ne soit pas lourd pour les utilisateurs et pour nos utilisateurs, parce que c'est vrai que si j'ai mis trois serrures sur ma porte, c'est clair que ça prend, alors c'est sûr, c'est plus sécurisé, mais ça prend beaucoup plus de temps pour ouvrir la porte parce que j'ai trois clés, etc. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Est-ce que chez moi c'est Fort Knox ou est-ce que c'est quelque chose de plus simple? Voilà, donc il faut trouver cet équilibre. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans les années passées? Ben, on a introduit l'authentification à multiples facteurs, hein, le MFA en anglais. Est-ce que ça, c'est quelque chose bon, qui existe, bon, évidemment, depuis assez longtemps, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on a vu dans les dernières années qui a été généralisé sur l'ensemble des systèmes. Ça change, d'accord? Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'effectivement, si vous prenez n'importe quel système auquel vous pouvez avoir accès comme utilisateur journalier, vous allez voir que il y a de plus en plus d'endroits où on vous demande systématiquement, et c'est plus un choix, c'est une obligation, de mettre un autre facteur. Alors ça peut être vous envoyer un SMS, ça peut être un code qu'on génère sur son téléphone, ça peut être envoyer un email, etc. Mais on va vous demander automatiquement de choisir un autre facteur d'authentification en plus de ce qui est utilisateur et password, et mot de passe, pardon. Donc, effectivement, je pense que MFA, mais si vous faites quelque chose aujourd'hui, si vous avez une application aujourd'hui, personne ne va vous reprocher de rajouter un deuxième facteur d'authentification. Au contraire, c'est quelque chose probablement que les utilisateurs vont s'attendre à devoir fournir. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme option en termes de sécurité aujourd'hui? Donc, effectivement, si je reprends mon image de ma porte avec les différentes serrures, donc sur un axe, on a quel est le taux de sécurité, et puis sur un autre, on a la facilité d'utilisation pour les gens qui vont se connecter à notre système. Qu'est-ce qu'on trouve en bas à droite? Eh bien, on trouve effectivement quelque chose qui est facile. Alors que je dis c'est facile d'utilisation, c'est vrai que pour n'importe qui, c'est très facile de rentrer un mot de passe à un utilisateur. Donc ça, c'est pas compliqué à utiliser, donc c'est assez facile d'utilisation, ça c'est facile. Mais par contre, on a un autre problème qui est depuis très longtemps, qui est la gestion des mots de passe. Donc, qu'est-ce que font les utilisateurs? Bon, on en revient à ce qu'on voyait, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, le AZERTY, etc. C'est vrai que vu le nombre de systèmes où on doit se connecter et de plus en plus, que ce soit les banques, soit le gouvernement, que ce soit fournisseurs d'électricité, etc., partout on se retrouve à devoir s'enregistrer avec des utilisateurs, des mots de passe. Et donc la gestion de ça est compliquée, d'accord? Et c'est vrai que la gestion, c'est la partie difficile et la partie problématique de tout ce qui est utilisation simple d'un utilisateur et d'un mot de passe. Donc, d'où le rajout de ce qui est l'utilisation d'un deuxième facteur d'authentification, quel qu'il soit. On va avoir des exemples maintenant. Et puis, ben, on va retrouver plutôt dans la case facile d'utilisation, parce que c'est vrai qu'on met ben, son doigt sur le téléphone ou on met simplement son visage devant son téléphone et on peut rentrer dans une application. Donc, tout ce qui est maintenant, la tendance, c'est plutôt de ne plus avoir de mot de passe. C'est vrai qu'on a un historique énorme d'utilisateurs et de mots de passe. Mais pour les choses qui sont nouvelles, ben, on va essayer de se passer, en fait, de devoir demander un password, un mot de passe à nos utilisateurs. Donc, il y a plusieurs options pour faire ça. Ça peut être parce qu'on va lui envoyer un lien, par exemple, unique sur son email et lui demander de cliquer sur ce lien. Ça peut être effectivement quelque chose plus de physique. Euh, ou ça peut être une clé dans des choses peut-être plus sécurisées, une clé du style YubiKey unique dans lequel on met le doigt, etc. Il y a pas mal d'options. Et c'est vrai que c'est là où on va se retrouver dans un monde où on est plus sécure parce qu'effectivement, bah, il n'y a plus de password à voler, en gros, et à réutiliser et essayer de rentrer dans un système avec ce mot de passe. OK? Donc, premièrement, on va parler bah, de la partie donc, multifacteur authentication avec des mots de passe. Donc là, qu'est-ce qu'on va demander? La chose typique, hein. Donc, on va demander quelque chose que la personne sait, est censée savoir. Donc, effectivement, un mot de passe, ça peut être un PIN, etc. Quelque chose que la personne possède. Donc, par exemple, ici, moi, en Espagne, dans ma banque, nous fournit une carte de style carte de crédit avec des coordonnées, donc de A à G et de 1 à 8. Et donc, on me demande, bah, donne-moi la case A à 12. Voilà, il faut que je donne un numéro. Donc, c'est quelque chose, je suis censée être la seule personne à être en possession de cette carte-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai, ou quelque chose que vous êtes. Donc, là, c'est le typique. Empreinte de doigt ou maintenant aussi se mettre devant un système qui lit votre iris
par exemple. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, on a créé une démonstration. Donc, je vais sortir de la présentation et je vais ouvrir donc la démonstration qui est là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, donc je suppose être au courant, mais sinon je vais vous expliquer que WSO2 donc, a une plateforme d'authentification donc, qui s'appelle Identity Server. La partie SaaS de ça s'appelle Asgardeo, d'où le nom de Bank of Asgard pour cet exemple. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enregistrer comme utilisateur pour vous montrer un peu des exemples. Donc, je vais ouvrir un compte, en fait, sur cette banque. Et je vais commencer par ouvrir un compte business. D'accord? Donc, on va demander un certain nombre d'informations. Voilà. Donc, on va créer un utilisateur qu'on va appeler BizDemo, par exemple. OK. On va mettre une adresse email. Donc, je vais copier ça d'ici pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, on a l'email de l'utilisateur. On va lui demander un mot de passe, pareil, que je vais copier pour que je n'ai pas à taper tout. Voilà. Donc, démo webinaire, c'est mon password. Je le changerai après, ne vous inquiétez pas. Voilà. On va l'appeler donc démo user. On va mettre une date de naissance. Donc, 1961, par exemple. Et puis, bon, voilà, je suis en Espagne, donc je vais mettre Espagne. Et puis, on va mettre un numéro de téléphone ici, qui est aussi fictice. Et on va s'enregistrer. D'accord? Très bien. Bon, c'est très facile, hein, c'est un démo, donc pas de confirmation, on rentre directement. Donc ici, maintenant, je vais rentrer comme bis démo. Continuer. On va me demander mon mot de passe. Donc, je vais recopier d'ici. Voilà. Donc, démo 12. Sign in. Et ici, on va me demander, OK, maintenant, deuxième facteur. Ici, pour le setup de la démo, on a mis deux options. Une qui est par email et l'autre qui est pour TOTP. Donc, juste pour les besoins de la démo, je vais commencer par rentrer avec un email. Donc, je vais faire ça, un email, et on m'envoie un code sur l'email que j'ai ici. Donc, je vais aller voir mon email qui est là. J'ai reçu mon code que je vais prendre et que je vais remettre ici. Voilà, et continue. Et donc, on rentre dans notre application. OK? Très bien. Donc, ici, c'est le flow typique d'entrée, une banque très sympathique qui me donne plein d'argent quand je rentre. Donc, ça, c'est très bien. Voilà, donc je suis rentré comme utilisateur. Ici, j'ai les informations qu'on a rentrées sur le profil avant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre en place la partie TOTP. Donc ça, c'est la chose typique. On vous montre un code QR. Donc je vais flasher avec mon téléphone en direct. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre le code ensuite. Voilà. Et donc, je vais mettre mon code qui est le 938. 0,68. OK. Je vais valider. Très bien. Maintenant, le setup est complet. Parfait. Donc maintenant, si je fais logout, que je sors et que je reviens dans le système avec mon utilisateur, voilà. Je remets mon mot de passe. Maintenant, je vais pouvoir rentrer directement avec mon TOTP, avec un autre code. Voilà. Et entrer en TOTP. OK? Donc ça, c'est le type d'expérience. Maintenant, une chose qu'on a fait aussi sur cette démo, qui est une capacité du produit, qui est d'apprendre en fait ce que l'utilisateur préfère. D'accord? Donc dans un environnement comme ici, où on a mis en place donc, ce OTP, c'est probablement mieux en fait que l'utilisateur, la prochaine fois, n'ait pas à nouveau à choisir. Donc on va lui demander directement son OTP. Donc si je reviens faire un login avec le même utilisateur et que je remets mon même mot de passe, d'accord? Sign-in, on ne va plus revoir l'option en fait de rentrer avec l'email, on va ne voir que la partie TOTP, ok? Donc voilà un exemple, on va faire d'autres choses. On verra juste après dans une autre partie de la démo la partie passwordless, mais c'est juste pour donner une idée un petit peu du type d'expérience qu'on peut donner à l'utilisateur, assez simple et sécurisé. Très bien, donc je vais repartir dans la présentation, puisqu'on avait vu la partie démo. Alors, donc ça c'est bien, on a mis en place quelque chose avec de l'authentification multiple. Par contre, ce flow qu'on a défini, donc on a défini un flow où l'utilisateur rentre, on peut lui demander
un nouveau code par email, on peut demander un one-time password, donc avec la clé avec, comme on a vu maintenant. Mais ça, c'est un flow qui est statique, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté. On va revenir à l'histoire du risque, toujours. On voudrait pouvoir adapter ce flow et demander des choses, de l'information extra à l'utilisateur seulement si c'est nécessaire. Donc, je vous donne un exemple de la vie réelle. Donc, WSO2, c'est une entreprise qui est au Sri Lanka, d'accord? Donc, je vais assez régulièrement au Sri Lanka. Si j'essaye depuis le Sri Lanka de me connecter à ma banque, par exemple, on va me demander, en plus de la carte dont je parlais avant avec les coordonnées, on me demander un autre facteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont détecté que pourquoi normalement Isabelle est toujours en Espagne, ou peut-être des fois elle est en France, mais au Sri Lanka ça n'arrive pas souvent, donc on va calculer un taux de risque. Et en fonction de ça, on va me demander une information supplémentaire. On ne va pas me demander cette information tout le temps. D'accord? Donc, quand on parlait avant de la facilité d'utilisation et que ce soit le plus simple pour l'utilisateur possible, ça, c'est quelque chose qui est assez crucial parce qu'on ne va pas simplement toujours demander le même flow. Alors, ces informations additionnelles, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, une dont je viens de parler qui est assez évidente, c'est effectivement d'où se fait la connexion, donc la géolocalisation de la personne. Mais également, puisqu'on va avoir collecté pas mal d'informations sur le comportement de l'utilisateur, sur peut-être le téléphone depuis lequel je me connecte normalement, ou la machine depuis laquelle je me connecte normalement, ou des heures, l'heure à laquelle je me connecte, etc. Donc, tout un tas d'informations qui permettent de donner une analyse et de dire, il y a quelque chose dans le comportement qui sort de l'ordinaire, qui sort du comportement normal de la personne. Ça peut être aussi quelque chose qui est assez nouveau. Il y a une application avec laquelle on s'intègre chez WSO2 qui s'appelle Typing DNA. En fait, on va demander à une personne de taper un texte d'une certaine façon, de taper un texte, d'accord? Et le système va apprendre, en fait, le DNA. On a un ADN, en fait, de la façon dont on tape et donc on écrit du texte. Si moi j'écris le même texte que Pierre, là, qui est sur le call avec nous, bon, on n'aura pas le même DNA. Donc, s'il essaye de rentrer sur la machine à la place, non, ça va se détecter, en fait. D'accord. Ça peut être aussi dans l'implication. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que fait je prends beaucoup ma banque comme exemple, mais c'est vrai qu'ils font des trucs assez sympas. Ou par exemple, ils vont me laisser rentrer avec un utilisateur et un mot de passe, alors sans rien me demander de plus. Ça me permet simplement de voir l'état de mes comptes, par exemple. Mais dès que je veux faire quelque chose d'autre qui est plus, surtout si je veux, par exemple, faire un virement ou regarder de l'information, regarder mes comptes peut-être un mois en arrière, etc. C'est à ce moment-là qu'on va me demander un autre facteur d'authentification. Me dire, attends, là, tu demandes beaucoup plus de choses que d'habitude où cette partie-là de l'application demande à ce qu'on revalide que c'est bien toi qui est là. D'accord? Donc effectivement, ça vous permet d'évaluer un risque et en fonction de ce risque-là, ben, on va décider de demander une information supplémentaire ou pas. OK? Donc, on va regarder ça un petit peu en action. Alors, on va retourner sur notre application. Donc là, bon, je vais revenir au départ de l'application. Hop. euh, Au moment de l'utilisation. Voilà. Donc, on va revenir ici sur le login, mais avec un autre utilisateur. Donc, on va rentrer avec cet utilisateur que j'ai déjà créé à l'avance qui s'appelle Business, d'accord? Et cet utilisateur-là, dans cet utilisateur un peu différent, je vous avais dit avant qu'on allait regarder la partie passkey, d'accord? Donc, ça, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer avec une clé. Donc, ici, j'ai préenregistré en fait le système. Là, ce que je suis en train de faire simplement, c'est de mettre le doigt pour lire mon empreinte digitale. Et là, je peux rentrer dans le compte de la personne. OK? Donc, vous voyez que sur le profil en fait, de cet utilisateur-là, on dit que le pays, c'est l'Espagne. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler. Alors, évidemment, c'est pour les besoins de la démonstration, hein, que je suis normalement en France. Donc, je change mon profil en fait pour dire, ben, mon pays, c'est la France. Normalement, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est simplement pour les besoins de la démo. Si je voulais faire quelque chose qui est vraiment regarde bien le pays où je suis, etc., il faudrait que j'ai un VPN, que je me connecte d'une autre machine. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, à la place, simplement, ce que je fais, c'est que je change mon profil ici pour dire, normalement, je suis en France. Évidemment, là, maintenant, je vous parle de Madrid. Je suis en Espagne, donc je ne suis pas en France. Donc, on va voir ce que ça a comme effet, en fait, sur le système. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sortir, en fait, d'ici et on va essayer de se reloguer maintenant
donc avec ce même utilisateur qui s'appelait business, d'accord? Continue. Et là, on va re-rentrer donc avec notre passkey, il n'y a pas de problème, ça c'est ce qu'on a fait avant. Mais maintenant, on a un autre facteur. On va demander en fait un autre OTP. Donc ici, pourquoi? Parce que le système a détecté, ah, bizarre, que je sois pas dans le bon pays. Hein, c'est le code qui est derrière, la validation qui est faite par derrière. Et donc ici, je vais recevoir un autre email avec mon code que je vais prendre et que je vais mettre ici, ce qui va me permettre de rentrer maintenant dans l'application. D'accord? Donc, je vais vous montrer l'adaptabilité, en fait. Alors, il y a plein de différentes façons de faire ça, mais c'est assez pratique dans le sens où voilà, s'il n'y a pas de risque, ben, je rentre avec quelque chose qui est simple pour l'utilisateur. S'il y a un disque détecté, on va le faire. Alors, vous pouvez aussi, revenant ici à l'application, une chose que je n'ai pas dite qui est importante, c'est que vous pouvez bien évidemment aussi détecter s'il y a un risque qui est important de ne pas laisser rentrer l'utilisateur, donc de bloquer l'accès. Ça m'est déjà arrivé, parce que je voyage beaucoup, encore une fois avec ma banque, où en fait on m'a téléphoné en disant, excusez-moi, on a détecté un problème peut-être de fraude, vous essayez de payer avec votre carte de crédit dans un endroit où vous ne devriez pas être, ou vous essayez de rentrer dans une application alors que on ne sait pas ce qui se passe, et donc ils m'appellent en m'expliquant pourquoi ils ont bloqué l'accès. D'accord? Donc c'est un autre option que vous avez. OK. Donc ça, c'est pour parler un petit peu de toute la partie authentification et les différentes options que vous avez. Maintenant, on va parler un petit peu peut-être de risques communs autour de ça. Euh, Premièrement, c'est le plus simple. Vous avez sûrement plein d'endroits où vous loguez, où c'est ce qui vous arrive. On vous demande, on vous envoie un SMS, d'accord? De plus en plus, donc ça, c'est aussi en termes de meilleures pratiques. Vous allez trouver beaucoup de références si vous cherchez sur Internet, faut-il utiliser du SMS pour faire du multifactor authentication? Vous allez retrouver beaucoup de références contre en fait l'utilisation de SMS. Et en général, enfin en fait, il y a deux aspects principaux de ça. Le premier, c'est effectivement en termes d'utilisation pour l'utilisateur. Moi, ça m'est aussi arrivé, c'est arrivé à des gens que je connais, bah, de voyager dans un endroit où vous êtes obligé, bah, ça m'arrive encore une fois quand moi je vais au Sri Lanka, qui est, je coupe en fait ma ligne, à la fois mes lignes françaises et mes lignes espagnoles, parce que sinon c'est des coûts qui sont prohibitifs, et donc je ne peux pas recevoir de SMS. Donc si j'essaye de rentrer, bah, je ne pourrai pas le faire. Ou pour une raison quelconque que votre téléphone ne fonctionne pas, bah, vous n'allez pas pouvoir utiliser de SMS, bien évidemment. Ou ça aussi c'est arrivé à des gens que je connais où ils ont changé de numéro de téléphone et puis l'ancien numéro de téléphone a été assigné à une autre personne et ils ont oublié complètement dans la configuration des systèmes où ils étaient à l'aide de changer en fait l'ancien téléphone pour le nouveau. Ce qui veut dire, et ça c'est un gros problème, que le code d'accès arrive chez quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pas très très sympa. Et donc, et puis c'est tout un problème ensuite après pour rechanger, puisque maintenant vous n'avez plus accès au téléphone pour pouvoir mettre le code, etc. Très bien. Donc ça, c'est un des problèmes des SMS. Donc en général, c'est garder ça comme backup du backup, c'est-à-dire toujours le garder peut-être dans des options de MFA, mais pas comme la première chose que vous allez demander aux utilisateurs. L'autre problème, c'est de plus en plus, voilà, les hackers sont de plus en plus puissants, ont beaucoup d'outils à leur disposition bah, pour faire des copies de SIM, pour détourner en fait et intercepter des SMS, même sur les systèmes qui les traitent, sur le propre protocole, donc qui s'appelle SS7, pour intercepter les SMS. Donc, sans rentrer dans les détails à ce niveau-là, juste pour que vous compreniez que, voilà, le message général, c'est n'utilisez pas ça aujourd'hui comme premier moyen de MFA, alors que vous avez en fait des options qui sont assez simples, comme celle du TOTP qu'on a vu avant. L'autre problème potentiel et dont je voulais vous parler, c'est attention sur la gestion. Alors ça, c'est post-authentication, c'est-à-dire j'ai mis un utilisateur un mot de passe, on va donner à l'utilisateur, on va créer un ID de session de façon à ce que, bah, à partir du moment où il est authentifié, tous les appels qu'il puisse faire dans l'application qu'on vient de voir, on ne redemande pas à chaque fois, bien évidemment, à l'utilisateur de rentrer, on va créer un ID et c'est cet ID qui est envoyé sur le back-end du système pour dire, bah, ça y est, l'utilisateur a été logué, on lui a donné un session ID. Donc, si vous utilisez les session ID, attention à faire quelque chose, des session ID qui soient compliqués, donc qui est je crois qu'on dit on est entropie en français, mais une complexité telle qu'un un hacker ne puisse pas
générer plein de session ID et trouver un patron, en fait, qui lui permette de générer des session ID nouveaux sans avoir à s'authentifier. Parce qu'évidemment, si je peux créer des session ID sans avoir besoin de m'authentifier, ben, je peux accéder à tous les systèmes avec des session ID qui sont parfaitement valides sans que quelqu'un m'arrête. Donc ça, c'est attention à ça, de pas, d'avoir des algorithmes en fait assez compliqués de façon à ce que quelqu'un ne puisse pas créer des session ID sans avoir même de mot de passe. Et le même s'applique au token d'OAuth. Donc si vous travaillez avec des API, hein, quand on crée un token ou on crée un session ID, ce qui est important à comprendre, c'est qu'une fois qu'on a ce token, qu'on a ce Session ID, je peux le prendre et je peux aller l'utiliser depuis un autre browser ou depuis un autre environnement. Il n'y a plus aucune preuve en fait que la personne ou le système qui présente ce token est le même système qui a créé et qui a obtenu ce token. Hein, il y a une image assez standard dans le monde OAuth qui est de dire c'est comme une clé d'hôtel en fait. Hein. Quand vous allez vous enregistrer dans un hôtel, vous allez devoir présenter votre carte de crédit, votre passeport, etc. On va vous donner une clé d'hôtel pour ouvrir la porte de votre chambre. Mais une fois que vous avez cette clé-là, n'importe qui a la clé pour ouvrir la porte. D'accord? Donc, c'est un peu le même principe. Donc attention à ça, en fait, de ne pas permettre à des gens de créer des, si on continue sur l'image, de créer des clés d'hôtel de façon simple pour aller ouvrir n'importe quelle porte comme si c'était un master pass. Donc attention à ça. Juste une parenthèse sur la partie sécurité parce que c'est quelque chose qui me passionne également. Très bien. Donc ça, c'est la partie authentification. Et ensuite, bah, je voulais vous parler de quelque chose de plus avancé, qui sont le phénomène de l'identité décentralisée, c'est-à-dire d'une évolution en fait sur la façon dont on va s'authentifier sur des systèmes dans les années à venir. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Comme je vous disais au départ, on a un utilisateur, on a un mot de passe, on va utiliser on doit créer un utilisateur et un mot de passe pour chacun des systèmes. Donc au début, on n'en avait pas beaucoup. Hein, dans les années 80, peut-être 90, on avait peut-être 10 systèmes ou 15 systèmes sur lesquels on devait se connecter, ce qui n'est pas du tout vrai aujourd'hui. Moi, j'utilise un gestionnaire de mots de passe dans lequel je dois avoir à peu près 400 entrées maintenant. D'accord? Donc évidemment, chaque entrée, et c'est l'avantage d'un gestionnaire de mots de passe, chaque mot de passe est différent sur chacun des systèmes, ce qui serait absolument impossible de faire si je n'avais pas un gestionnaire de mots de passe. De plus, pour l'utilisateur, ben, à chaque fois, c'est se souvenir du nom d'utilisateur, du mot de passe qu'il a mis sur tous les systèmes. Donc, c'est là on va faire des Excel, on va avoir des post-it et tout ce qu'on connaît comme moyen de faire ça si on n'utilise pas un gestionnaire de mots de passe. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On a dit, ben, tout le monde ou beaucoup de gens sont sur un Facebook, sont sur un LinkedIn, sont en un compte sur Google, sur GitHub pour les gens plus comme nous qui sont techniques et écrivons du code. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour s'authentifier sur d'autres systèmes? Donc là, on utilise une identité fédérée, c'est-à-dire qu'en termes d'utilisateurs, bah, c'est beaucoup plus simple, c'est vrai. Donc je peux utiliser mon Facebook et puis je peux me connecter sur beaucoup de systèmes en utilisant un seul Facebook. Donc j'ai besoin que de me rappeler de mon utilisateur et mon mot de passe de Facebook, ça c'est très bien, c'est plus facile. Mais d'un autre côté, ce qui est problématique, c'est que quand on fait ça, il faut faire attention, il faut lire les petites règles. Quand vous vous connectez à quelque chose en fédéré comme ça, regardez qu'est-ce que demande en fait cette application. En général, elle va demander, donc elle va dire, bah, j'ai besoin de savoir. Alors ceux qui sont simples, vous dites, bah, j'ai besoin de savoir simplement votre email, j'ai rien besoin de savoir d'autre. Et puis d'autres, vont demander à Facebook, si on continue sur l'exemple de Facebook, un ensemble de propriétés. Et en fait, si vous n'avez pas le choix de dire, bah non, je veux pas, non, il n'y a que l'email, je veux pas du tout présenter et partager d'autres informations de mon profil Facebook qui ne soient pas juste mon email. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Donc ça, c'est un problème de privacité des informations. Et en même temps, en termes de sécurité, bah, évidemment, bah, s'il y a quelqu'un qui prend le contrôle de votre compte Facebook, pour continuer sur le même exemple, bah, maintenant, il a accès à tous les systèmes où vous aviez accès avec Facebook. Donc, en termes de sécurité, c'est pas non plus la panacée. Donc, on arrive dans un environnement un peu plus compliqué maintenant, ou un peu plus, on va dire, ben non, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est d'avoir une identité qui nous appartient et qu'on contrôle, et une identité qui est en fait, qui va être sur notre téléphone. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. On fera un autre webinaire probablement simplement sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose de critique, hein, où on va dire, ben, on va avoir en fait, sur notre téléphone, on va avoir
une application qui va nous permettre d'avoir tout un tas d'informations vérifiées. Alors ça peut être nos papiers d'identité, ça peut être l'information de où on a travaillé, ça peut être où on a étudié, ça peut être une preuve que vous avez un compte chez EDF, par exemple. Tout un tas d'informations comme ça, mais qui sont sécurisées sur votre téléphone. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il y a un projet européen extrêmement important autour de ça, qui va en fait faire que on puisse, ben voilà, moi je suis typiquement, je suis française mais j'habite en Espagne, va me permettre de présenter par exemple mon passeport français comme preuve d'identité au gouvernement espagnol de façon transparente au travers d'une information que j'aurai sur mon téléphone. Et je vous parle de ça aussi parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est là. Je, en fonction de là où vous êtes et où vous travaillez, on a l'année prochaine déjà, on va devoir avoir tous sur nos téléphones, on va avoir plein de wallets, hein, plein de portefeuilles digitaux différents qui nous permettront d'avoir cette information. Et en 2027, et c'est pas très très loin dans 2027, d'accord, tous les business qui sont concernés, les gouvernements, les banques, tout ce qui est fournisseurs d'électricité, etc., devront accepter en fait ces wallets et l'information qui sont sur les wallets comme moyen d'authentification de l'application, d'une application. Voilà. Donc ça se présente comment? Juste pour terminer là-dessus, pour que vous voyez euh, à quoi ça ressemble. Si je retourne sur mon application ici de Banco Vastgard et que j'essaye de m'enregistrer, donc je vais faire logout ici, et que j'essaye de m'enregistrer sur la partie personnelle, je vais avoir quelque chose comme ça en fait, quelque chose de ce style-là. Donc, je vais dire, ah, je voudrais apporter mes credentials et quelqu'un, voilà, je vais pouvoir, comme utilisateur, faire un flash de ce QR-là et présenter, par exemple, mes papiers, mon passeport français à cette banque-là pour pouvoir rentrer dans la banque. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que c'est quelque chose qui va révolutionner autant la partie business que nos vies comme citoyens parce qu'on va se retrouver, en fait, à avoir dans nos téléphones toute l'information sur notre vie entière. Voilà. Et ça a commencé déjà. Ici en Espagne, je peux le faire, par exemple. Donc, je peux me connecter avec des informations françaises, avec France Connect. Je peux me connecter sur le système espagnol avec mon identité de France Connect, par exemple. Voilà. Voilà comment ça marche. C'est ce que j'ai expliqué. Juste pour terminer, j'espère que ces informations ont été intéressantes. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez nous rencontrer, on va être au FIC, au Cyber Forum Europe, la première semaine d'avril à Lille. Et on sera très heureux de vous rencontrer là-bas. Et j'espère que, voilà, que vous nous rejoindrez si vous y venez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et puis j'essaierai d'y répondre rapidement. Voilà, merci beaucoup. Pierre, est-ce que nous avons des questions? Apparemment non. Très bien. Eh bien, Excuse-moi, écoutez, je suis en train de regarder, j'étais en mute. d'accord. Rien d'ouvert pour l'instant, non. D'accord. Écoutez, très bien. J'espère que ça a été clair. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me pinguer aussi sur LinkedIn ou à nous poser des questions sur la page de contact WSO2 et on sera très, très content d'y répondre. Merci encore pour assister à ce webinaire et bien, à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir.